Comment décarboner le bâtiment? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction? Comment mieux trier les déchets de chantier? Quelles solutions face aux défis du confort d'été? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Bonjour Thomas Garnesson. Bonjour. Bienvenue dans Bâtir pour le climat. Vous êtes ingénieur matériaux à Nobatec, centre de recherche spécialisé dans l'innovation pour la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Ensemble, nous allons voir quels sont les matériaux les plus prometteurs pour décarboner la construction. Bois, terre crue, pierre. Comment et où remplacer le béton? Nous verrons aussi quels sont les isolants biosourcés les plus intéressants. Paille, béton de chanvre, canne de tournesol, balle de riz ou encore coton. Qu'est-ce qui est réellement pertinent? Pour commencer, je vous propose un petit état des lieux. On a longtemps dit c'est la fin du béton. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que plus aucun matériau n'est laissé de côté, que tout est en fait question de Tetris, puzzle, je ne sais pas quel est le terme, mais en tout cas du bon usage de tous les matériaux? Bien, vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure un matériau de l'acte de construire. On se rend compte qu'on a besoin de tout pour faire un bâtiment. On a beaucoup cherché à remplacer certains matériaux qui sont très carbonés, pour des raisons évidentes. C'est toujours le cas et ça va se poursuivre. Malgré tout, il y a certains matériaux qui ont un poids environnemental assez important, mais qu'on continue à utiliser. Je pense au béton, à l'acier. Bien sûr. À l'acier, mais l'acier qui se recycle pas mal. Le béton aussi. Oui, alors l'acier se recycle, effectivement, même très bien. Le béton, on va plutôt en faire du granulat recyclé, qu'on va réintroduire dans des bétons, mais pas en totalité. C'est un moins bon recyclage, on va dire, que l'acier. Alors, on va commencer par la structure des bâtiments. Oui. Ce qui a révolutionné le secteur, c'est la RE 2020, la réglementation sur la construction neuve, qui va de plus en plus écarter le béton traditionnel des constructions. Comment voyez-vous évoluer le secteur dans les années qui viennent? Il y a le bois, bien sûr, mais pas seulement. Pas seulement. Et vous avez raison, en fait, la RE 2020, c'est un vrai moteur pour la décarbonation du bâtiment. Bon, il y a des bonnes initiatives partout, mais aujourd'hui, le fait est qu'avec la RE 2020, on a un cadre réglementaire qui nous pousse à faire des bâtiments moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc forcément, les acteurs de la construction changent de pratique, puisque, on le sait maintenant, construire un bâtiment tout béton, en tout cas avec les bétons conventionnels, ne permet pas de satisfaire les exigences de la RE 2020. Et plus ça va aller, moins ça les satisfera, puisque plus ça va aller, plus les exigences seront importantes. Exactement. Les seuils évoluent. Ils évoluent de manière, on va dire, progressive, forcément. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. Donc, on a de plus en plus recours aux matériaux bois, notamment, puisque c'est le matériau biosourcé, on va dire, majoritairement utilisé pour réaliser les structures des bâtiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, ce qu'on a d'autre pour faire... On parle de réaliser des structures, oui. On parle de matériaux porteurs. Bien, on a la terre crue qui permet de réaliser des ouvrages porteurs. Je pense notamment au pisé, voire à la bauge ou même à la brique de terre comprimée. Avec ce matériau-là, on peut faire des structures porteuses. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la pierre naturelle, issue de carrière, qui est de plus en plus utilisée. Alors, est-ce que, par exemple, la pierre naturelle, il faut y penser, notamment quand on a des carrières près de chez soi, mais qu'en même temps, si on n'est pas une région avec de la pierre naturelle, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il y a aussi le coût du transport. Alors, le coût économique, le coût carbone. Le coût carbone, oui, c'est ça, effectivement, c'est un matériau qui est très pondéreux. Alors, un peu partout en France, on a traditionnellement utilisé la pierre naturelle. Ça continue, puisque les carrières sont encore actives. Par contre, effectivement, si la carrière est loin, là, c'est beaucoup moins intéressant, parce que, comme je le disais, c'est un matériau qui est très lourd. Et donc, dès qu'on va le transporter, même ne serait-ce que sur une centaine de kilomètres, on va se retrouver avec un impact carbone important. Je pense même que pour la pierre naturelle, l'impact carbone est majoritairement dû au transport, puisqu'à l'extraction, finalement, les consommations des engins sont pas très importantes. C'est un peu pareil pour le bois, cela dit. C'est moins lourd. C'est moins lourd. En fait, on se rend compte que
l'impact environnemental du transport pour une structure en bois n'est pas si important que ça, en fait. Pas si important que ça. Et l'avantage du bois, faut le dire, c'est qu'en fait, c'est un matériau qui, pendant sa croissance, donc, va stocker du CO2, CO2 qu'on va retrouver en fait stocké dans la structure du bâtiment. C'est ce qui explique pourquoi, en fait, c'est le matériau de prédilection quand on veut construire bas carbone. Mais c'est quand même pas une très bonne idée de le faire venir de très loin. Et non, c'est pas une bonne idée, en effet. Il y a encore beaucoup de bois. Alors, j'ai pas Les chiffres en tête, mais il y a encore beaucoup de bois qui vient de l'étranger, même si on utilise quand même beaucoup de bois français pour les structures des bâtiments. Alors, vous n'avez pas les chiffres, mais Non. est-ce que vous en avez un petit peu quand même sur comment ont évolué ces matériaux de structure pour le bois, la pierre qui quand même revient un peu sur le devant de la scène, revient à la mode. À la mode, c'est peut-être un peu fort comme terme. Enfin, en tout cas, on commence à y repenser. La terre crue, etc. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Oui, alors si on prend les chiffres de la construction bois en France, alors les dernières données disponibles, je pense en 2022, je pense qu'on était aux alentours de 6% pour le résidentiel et aux alentours de 18% pour le non résidentiel. Voilà. Donc ça reste le matériau de structure biosourcé, on va dire, le plus majoritairement utilisé après le béton, en fait, et l'acier, mais ça reste, somme toute, assez faible au regard de tout ce qui peut se bâtir. Voilà. Mais ça va forcément monter. Ça monte. Ça monte pourquoi ? Parce qu'on est contraint aujourd'hui de construire autrement, et donc on a besoin de ce matériau. Oui. La pierre, on a une idée ? La pierre, non, je n'ai pas de chiffre par rapport à la pierre. Je sais qu'il n'en existe pas non plus sur la construction de terre crue. Alors, la construction de terre crue, j'ai dit tout à l'heure que c'était très marginal. C'est encore très marginal, ouais. Même si, effectivement, c'est un matériau sur lequel il y a beaucoup de recherches qui se fait aujourd'hui. On y participe notamment. Il y a ce qu'on appelle un projet national, le projet national Terre, qui vise à lever tout un tas de freins, en fait, à la massification de l'usage à la terre crue dans la construction. Donc ça va dans le bon sens, mais ça reste... Quelles sont les conclusions justement de toutes ces études que vous faites ça vous a permis de vous rendre compte de quoi ? Alors, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y a encore quelques freins à la massification en fait, de l'usage de ces matériaux, pas tant techniques en fait, parce qu'ils ont des propriétés qui sont très intéressantes, je pense notamment à la terre crue. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, si je prends cet exemple-là de la terre crue, c'est que sa mise en œuvre reste majoritairement artisanale. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une incompatibilité par rapport au mode de produire actuel qui font On ne va pas faire des grandes tours en terre crue. On ne va pas faire des grandes tours en terre crue. Alors là, c'est pas tant dû à la mise en œuvre artisanale, c'est aussi dû aux propriétés du matériau. Même si, je pense au Yémen, on a une ville qui s'appelle Shibam, dans laquelle il y a des immeubles je pense qu'ils font 8-9 étages qui sont faits en terre crue et qui tiennent. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre alors sur la terre crue ? C'est quoi ces freins qui existent ? Je pense que souvent, on va chercher à faire ce qu'on fait habituellement avec un autre matériau. Et ça ne fonctionne pas. Quand on construit avec un matériau, il faut prendre en compte ses spécificités. Par exemple, la terre crue, vous le voyez, en fait, il y a beaucoup de bâtiments qui se font où on va mettre la terre crue apparente côté extérieur pour donner une image au bâtiment, en fait. Mais c'est pas là où le matériau... Montrer qu'il est fait en terre crue. Oui, pour montrer, mais c'est très bien. C'est exemplaire, en fait. Ça permet de donner l'exemple. Sauf que le matériau terre crue, c'est pas l'extérieur qui est le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que sa résistance à l'eau liquide, elle n'est pas aussi bonne, bien évidemment, qu'un béton de ciment. Donc, ce matériau-là, il sera beaucoup plus intéressant, en porteur ou en non-porteur d'ailleurs, à l'intérieur du bâtiment, où il sera protégé des intempéries et où il va apporter de la masse, donc il va apporter de l'inertie thermique. C'est là, en fait, où il y a une bonne inertie de la terre crue. Ça apporte beaucoup de masse, oui. Oui. Ça apporte beaucoup de masse. Et alors, qu'est-ce qu'on met en extérieur ? On met la terre crue en intérieur ? Qu'est-ce qu'on met à l'extérieur ? Eh bien, alors, tout dépend de la technique constructive qu'on utilise, mais on peut imaginer un enduit à la chaux, par exemple, côté extérieur, même un bardage. Et la chaux, un bardage ventilé. Niveau, émissions de CO2, décarbonation ? C'est bien moins intéressant que la terre, puisque la terre, en fait, vous l'avez compris, il n'y a pas du tout de cuisson. On parle de terre crue, là. On parle de pisé, on parle d'adobe, on parle de BTC, on parle de terre allégée. Donc la chaux, effectivement, a un impact plus important. Sauf que si c'est pour la mettre en enduit extérieur, on n'en met pas beaucoup. Voilà. Donc c'est acceptable, ça fait porter un poids carbone pas trop important sur l'ensemble du bâtiment. Voilà, ça ne dégrade pas de manière très conséquente l'empreinte environnementale du bâtiment. Et donc pour revenir justement sur ce qu'on a
ce qu'on constate, en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation de la terre crue a du mal à se massifier, puisqu'on est sur des techniques qui sont très artisanales. Et très bien, et je pense qu'il faut qu'elles perdurent. Enfin, c'est tout à fait logique que ça fonctionne comme ça. Mais il nous faut aussi des techniques constructives terre crue industrialisées. Et c'est notamment là-dessus qu'on cherche à travailler. On développe un panneau de revêtement intérieur qui, par exemple, va se substituer à des plaques de plâtre qu'on a appelé Paco, pas en référence à la marque, mais qui est un panneau de terre crue comprimé, fibré avec de la laine de mouton, et qu'on va pouvoir placer en revêtement intérieur. Donc c'est un produit qui est très dense, très lourd, donc qui va apporter de l'inertie thermique, et c'est notamment pertinent quand on est sur des constructions légères de type ossature-bois. Voilà. Et donc ces produits-là, qui sont industrialisés, fabriqués en usine, se retrouvent dans la catégorie des matériaux industrialisés qu'on pourra facilement mettre en œuvre sur les bâtiments sans contrainte de séchage. Voilà. On est sur de la filière sèche totalement. Et donc ça semble être adapté à la massification de l'usage de ces matériaux. Et alors, quand on parle de massification... Oui. On part de relative. Tellement loin. Mais si déjà... Alors, effectivement, on se dit, même si on multipliait par 2 le nombre de bâtiments construits en terre crue, ça pèserait toujours pas beaucoup. Voilà. Mais bon, il faut bien avancer, même si c'est a priori pas suffisamment rapide. Voilà. Concernant le béton. Le béton. Vous dites que ça reste quand même le matériau magique, facile, pas cher, de plus en plus décarboné, mais avec quelques contraintes. C'est quoi, selon vous, l'avenir du béton ? Alors, le béton, vous avez raison, c'est un matériau très intéressant, magique presque, puisque très résistant, qui peut prendre la forme désirée, qui sèche assez rapidement. Son inconvénient, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il est très carboné. Pourquoi ? Parce que dans le béton de ciment, on parle bien là de béton de ciment, vous avez du ciment. Le ciment, on en met en ordre de grandeur, c'est à peu près 10% de la composition d'un béton, mais c'est 98-95% de l'impact environnemental du béton. Donc, qu'est-ce qui nous arrive, en fait, c'est qu'on va chercher à le décarboner, ce béton, parce qu'il est très intéressant de par ses caractéristiques techniques, ça, on veut les conserver, et on va chercher à en réduire l'empreinte environnementale. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire, que les industriels cherchent à faire depuis maintenant plusieurs années, c'est réduire l'empreinte environnementale du béton pour le rendre plus adapté, en fait, aux contraintes réglementaires, dont la RE 2020. Alors, ils y arrivent, en partie, oui. Mais on n'a pas exactement les mêmes performances. Alors, c'est vrai que quand on cherche à... C'est plus aussi magique. C'est plus aussi magique. Alors oui, il y a quelques limites sur les temps de prise qui peuvent être un peu plus longs, peut-être la maniabilité aussi des bétons qui sont un peu différentes, mais ça se travaille et je pense qu'aujourd'hui, ces contraintes-là, elles finissent par tomber et c'est ce vers quoi on va en fait. Mais est-ce qu'on va continuer à construire en béton ? Est-ce qu'on va continuer à utiliser du béton classique ? Est-ce qu'on va complètement supprimer le béton classique ? Est-ce qu'on va vraiment faire de la mixité des matériaux ? La réponse, c'est la mixité. Je pense que c'est ce vers quoi on va. Aujourd'hui, pour satisfaire les exigences RE 2020, on voit beaucoup, en tout cas de plus en plus, de bâtiments avec une structure type poteau-poutre en béton, sur laquelle on va venir installer des façades à ossature bois. Et en fait, ce système-là permet de réduire la quantité de béton. On le garde là où il est intéressant, c'est-à-dire pour faire des éléments porteurs, verticaux, horizontaux, assez résistants. Et puis là où on n'a pas besoin du béton, on utilise un autre matériau qui est plus intéressant pour tout un tas d'autres caractéristiques, et notamment parce que ce sont des matériaux qui ont un impact environnemental qui est moins important. Alors on utilise quoi ? On utilise des façades ossature bois, ça se fait beaucoup, sur des structures poteau-poutre en béton, des façades ossature bois qu'on va du coup remplir d'isolant, ça va permettre de faire l'enveloppe, ce qui va séparer l'intérieur de l'extérieur, et apporter l'isolation thermique, acoustique, et l'étanchéité à l'air également. Et donc, dans ces façades ossature bois, on peut mettre tout un tas de matériaux, des matériaux assez conventionnels, laine minérale par exemple, mais aussi des isolants biosourcés. Bois, il y a aussi la crainte qu'on n'en ait pas suffisamment, par exemple, par rapport à tout ce qu'il y a à construire, que le renouvellement des forêts, etc. Quel frein vous voyez, vous, par rapport à ça ? Alors, sur le sujet des forêts, aujourd'hui, les forêts en France, elles sont gérées de manière durable. Donc, le sujet n'est pas tant là. Le sujet est qu'effectivement, on va construire de plus en plus en bois, mais la ressource en France est limitée, bien évidemment.
puisqu'on gère nos forêts durablement. Il y a une alternative, hein, c'est peut-être aussi d'utiliser du bois de réemploi. En fait, nos villes contiennent déjà beaucoup de matériaux dans lesquels on peut aller piocher. Et quand on déconstruit un bâtiment, on a tout intérêt à récupérer les matériaux qui ne nous servent plus pour rebâtir de nouveaux bâtiments. D'autant que le réemploi permet d'avoir un poids carbone neutre dans la RE 2020. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour le bois, c'est un problème, presque, puisqu'en fait, quand vous utilisez du bois neuf, vous avez une empreinte environnementale négative, des émissions de CO2 négatives. Pourquoi? Parce que, on le disait, le bois, il a stocké du CO2 pendant sa croissance. Et quand vous dites que le bois de réemploi, c'est un impact nul, finalement, vous pénalisez cette solution de réemploi. Parce que c'est pas négatif. Et c'est parce que c'est pas négatif, tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est quand même réemployé, donc c'est Voilà, alors vertueux. pour tous les autres matériaux, c'est effectivement alors, intéressant aussi pour ça. Le réemploi de bois, il y a Oui. quand même des limites aujourd'hui. Alors, pour le réemploi, même de manière générale, puisqu'on est là pour parler de matériaux, on a une limite qui, selon moi, est en tout cas un frein majeur, selon moi, c'est celui de la qualification. En fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre un matériau de construction sans afficher des garanties, ou en tout cas produire des garanties sur les performances de ce matériau-là. Et aujourd'hui, quand on réemploie des matériaux, on récupère donc d'opérations de déconstruction des matériaux dont on ne sait a priori pas grand-chose. Donc en fait, si on veut massifier le réemploi, aujourd'hui, il faut être en mesure de qualifier les matériaux qu'on récupère sur nos opérations de déconstruction. La qualification, c'est le mot-clé, puisque l'idée est de fournir un matériau de construction de réemploi. Donc, et où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là aujourd'hui ? De ce point de vue-là, aujourd'hui, ça se structure, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui se mettent à fournir des matériaux de réemploi. Et de plus en plus, ces entreprises-là assurent aussi la qualification de leurs produits. Y compris sur le bois ? Alors sur le bois, on a justement un projet qui vise à créer une offre de fourniture de bois de structure de réemploi qualifiée. Parce qu'en fait, sur ce sujet-là, aujourd'hui, il y a un frein. C'est qu'on ne dispose pas de méthode de classification mécanique de ces bois issus de déconstruction. Alors, quand on utilise du bois neuf, ces bois-là, ils sont qualifiés mécaniquement. On leur attribue une classe mécanique en utilisant une méthode qui est normée. Alors, c'est soit du classement visuel, soit du classement par machine. Mais aujourd'hui, ces méthodes-là, elles ne sont pas applicables sur du bois de réemploi. Donc nous, on travaille dans le cadre d'un projet qui se nomme Restwood sur le développement d'une méthodologie de qualification dédiée au bois de réemploi pour permettre à ces fournisseurs de matériaux de réemploi de qualifier le produit qu'ils vendent. Quand est-ce que vous serez prêt ? Alors le projet, il se termine fin 2025. Il se termine fin 2025. On est en ce moment, avec l'un de nos partenaires, en train d'initier la création de cette activité de fourniture, en testant la méthodologie de qualification qu'on développe. Donc fin 2025, on va commencer à vendre du bois de réemploi qualifié. Quelle typologie de bâtiments prête particulièrement bien à la pierre, au bois ou à la terre crue ? Tous. Tous. En fait, on peut... Je pense, on parlait tout à l'heure de mixité des matériaux. Donc, en fait, on peut mettre un peu de matériaux dans un peu tous les types de bâtiments. Il suffit juste de trouver à quel endroit ils sont le plus pertinents. Alors, comment le dire ? On ne va pas rajouter un matériau sur un bâtiment uniquement pour l'esthétisme. Ça a peu d'intérêt, en fait. Il faut lui trouver une fonction, en fait. Si on parle de la terre crue, comme je le disais tout à l'heure, c'est un matériau qui peut apporter de l'inertie thermique par sa masse dans le bâtiment. Donc on peut le retrouver en revêtement intérieur, par exemple, ou en cloisonnement intérieur aussi, non porteur. Et ça, même dans un très très grand bâtiment, même dans un gratte-ciel, pourquoi pas. Voilà. Donc il n'y a pas en fait il n'y a pas de bâtiment dans lesquels on ne peut pas mettre ces matériaux, mais il y a des mauvaises places sur ces bâtiments où on peut mettre ces matériaux. En phase conception, il faut avoir cette réflexion, il faut se poser la bonne question. De quoi j'ai besoin et quel est le matériau le plus adapté pour répondre à ce besoin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... Et quand vous dites de quoi j'ai besoin, c'est quoi en performance, en résistance? Tout à fait, c'est ça. En inertie Oui, c'est ça. En résistance mécanique, en isolation thermique, en isolation acoustique. On a tout un tas de fonctions à satisfaire dans un bâtiment. Parce que le bois, par exemple, d'un point de vue acoustique, c'est pas terrible. Non, c'est pas un isolant. On va l'utiliser parce que c'est un bon matériau de structure. Et puis, dans cette structure en bois, on va venir y ajouter d'autres matériaux
pour leurs propriétés d'isolation thermique, des isolants, par exemple. Alors justement, on parlait jusqu'à présent de structure, il y a aussi la question en effet des isolants biosourcés, géosourcés. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des filières bien organisées ou pas de ce point de vue-là? Oui, aujourd'hui, il y a des industriels qui produisent des matériaux d'isolation biosourcés, bien sûr. Oui, Alors oui, c'est oui. la paille notamment qui marche très bien, qui commence à avoir de vraies règles professionnelles. Oui, on a quelques matériaux qui ont fait le choix, en fait, quelques filières, quelques organisations professionnelles qui ont fait le Alors choix donnez-nous des exemples, dites-nous où est-ce qu'on en est. de se diriger vers des règles professionnelles, donc comme la paille. La paille dispose de règles professionnelles pour l'isolation. Donc on peut, en technique courante, c'est-à-dire normalement assurable, isoler un bâtiment avec de la paille. Puis à côté de ces matériaux où effectivement on a une filière qui s'est organisée pour établir des règles professionnelles, je pense aussi au béton de chambre, hein, c'est pareil, l'isolation au béton de chambre. C'est pareil, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la paille, le béton de chanvre? Moi, j'ai pas connaissance de chiffres sur ces filières-là. Si on prend le cas général des isolants biosourcés, c'est à peu près 10%. En ordre de grandeur, c'est ça, c'est 10% de l'isolation qui est faite avec des matériaux biosourcés. Voilà. D'accord. Et principalement paille et béton de chanvre. Non, justement pas. Donc ça, c'est effectivement les filières qui se sont organisées, qui se sont structurées pour aller vers des règles professionnelles. Puis à côté de ça, vous avez tout un tas d'industriels qui développent leurs propres produits, qui sont souvent sous évaluation technique, de type avis technique ou ATEX, et qui là mettent en œuvre tout un tas de fibres naturelles. Vous avez du lin, vous avez du coton, euh, vous avez de la fibre de bois, bien évidemment. Voilà, il y a aussi tous ces industriels-là, le chanvre aussi, qui vont développer des produits spécifiques, enfin leurs propres produits en fait, qu'ils vont faire évaluer via des évaluations techniques pour la mise sur le marché. Vous avez une idée de combien on a d'évaluations techniques aujourd'hui sur ces produits-là? Non, mais dites-vous que si aujourd'hui un matériau d'isolation est massivement utilisé sur le marché, c'est qu'il dispose d'une évaluation technique. Nobatec, vous testez également d'autres solutions comme le tournesol. Oui, on fait ça, effectivement. Ouais. Alors, Il paraît que ça a des performances incroyables, le tournesol. Oui, c'est vrai. Alors même en voyant le matériau, vous vous en rendez compte. Alors, on parle du tournesol, on parle plus spécifiquement en fait de la moelle de tournesol. Donc c'est la partie centrale. La tige, non? Ouais, c'est ça. C'est la partie centrale de la tige du tournesol. En fait, quand vous ouvrez cette canne de tournesol, que vous regardez à l'intérieur, vous avez donc la moelle qui ressemble à s'y méprendre en fait à du polystyrène, hein. C'est une matière blanche, très très légère, euh, et donc très légère, forcément très isolante. En fait, elle contient beaucoup d'air, et c'est ça qu'on va chercher dans ce matériau. Voilà. Donc on étudie ce matériau pour ses propriétés isolantes qui nous paraissent intéressantes. Dans différentes applications, on regarde l'utilisation de cette moelle de tournesol en mélange avec de la terre crue pour faire des mélanges de terre allégée. On va pouvoir soit mettre en œuvre manuellement dans des coffrages, soit en fait projeter dans des cavités ouvertes d'ossature bois par exemple. Et puis on souhaite aussi étudier une méthode de mise en œuvre par insufflation de ce matériau dans des cavités fermées, comme on le fait aujourd'hui avec de la boîte de cellulose par exemple, qu'on va venir insuffler dans des murs. On va regarder comment se comporte cette moelle de tournesol avec ce type d'application. Donc là, vous êtes en train de tester ça. C'est ça. C'était il y a quelques semaines de ça, on a fait des expérimentations en projection. On a mélangé le matériau avec une barbotine. Alors c'est de la terre à l'état très liquide en fait qui va créer le liant, qui va enrober en fait les particules de tournesol et qui va permettre une fois sèche, de créer une matière en fait qui se tient à l'intérieur du mur. Voilà. Donc on a fait ces expérimentations qui ont donné des résultats assez satisfaisants qu'on va maintenant caractériser. Il s'agit de voir est-ce qu'on a beaucoup de retrait, quelle est la performance thermique du matériau une fois sec, quelle est la cinétique de séchage aussi, est-ce que ça sèche rapidement ou au contraire est-ce que c'est très long. Voilà. Donc on est en train de regarder tout ça. Et alors quand est-ce que vous espérez aussi avoir des résultats là? Alors les résultats, on va les avoir au fil de l'eau, mais je pense qu'ils seront communiqués fin 2025, début 2026. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme expérimentation? Alors, en fait, on mène tout un tas d'expérimentations sur l'usage des coproduits agricoles. Parce qu'on l'a dit, en fait, avec l'arrivée de la RE 2020 et puis aussi tout ce qui peut se passer sur l'envie de construire plus durable, on a besoin de biosourcer. On a besoin de biosourcer pour réduire l'empreinte environnementale de nos constructions.
Et on l'a dit, il y a le bois qui forcément est une ressource limitée, puisque les forêts ne sont pas extensibles à l'infini. Donc il nous faut chercher d'autres matières à utiliser. Il ne faut pas tout miser sur le même matériau, en fait. Donc on regarde notamment comment des matières peu transformées, peu valorisées, peuvent se retrouver au sein de la construction. Donc on a parlé de la moelle de tournesol. On regarde aussi l'utilisation du miscanthus. Le miscanthus, ça vous Allez-y, parle? parce que non, ça ne me parle pas. Le miscanthus, c'est une plante qui est assez appréciée en fait des agriculteurs, puisque vous la plantez une année et puis après vous la récoltez tous les ans sans avoir à ressemer. C'est une plante qui est assez intéressante pour la structuration des sols, qui va former en fait des tiges qu'on va venir récolter une fois dans l'année, tiges qu'on va venir broyer en fait et on va créer des granulats végétaux. Alors ça ressemble en format à la chènevotte, donc la tige de chanvre qu'on fragmente pour faire du béton de chanvre. Bien là, on fait la même chose avec le miscanthus et on obtient ces granulats végétaux qu'on va pouvoir incorporer, par exemple, en mélange avec de la chaux ou bien en Donc là, mélange ça avec de la permet de terre. limiter l'impact carbone de la chaux, de limiter la quantité de chaux qu'on utilise. En fait, vous allez vous retrouver avec la même quantité que quand vous faites du béton de chanvre. Voilà. Sauf que vous remplacez le granulat de chanvre, la chènevotte, par du miscanthus. Et c'est la même chose avec la terre allégée. Aujourd'hui, on utilise du terre chanvre. Nous, on a fait des expérimentations terre miscanthus, terre moelle de tournesol, mais on peut aussi faire du terre miscanthus. Voilà. Donc en fait, on a tout intérêt à regarder quelles sont les ressources biosourcées qui sont disponibles et voir de quelle manière elles peuvent être utilisées dans le secteur de la construction. Est-ce qu'il y a un problème de concurrence? Là, vous nous dites bien à chaque fois, c'est la tige, parce qu'il y a ne pas être en concurrence avec l'alimentation. On a besoin, bien sûr, de nos terres pour se nourrir. Est-ce qu'il y a un risque de compétition sur certains produits? Oui. Alors vous l'avez remarqué, j'ai parlé de coproduits agricoles. Hmm. Donc ça veut dire que c'est pas la C'est le partie. déchet. Alors justement, j'ai pas envie qu'on appelle ça un déchet parce que c'est une C'est matière pas un qui, déchet, c'est une vraie c'est une matière ressource, première. c'est une Ouais. ressource qui nous intéresse beaucoup. Mais effectivement, on parle de coproduits, c'est-à-dire que quand je vous parle de moelle de tournesol, bien la graine de tournesol, elle reste utilisée par le secteur alimentaire classique pour faire des huiles, pour faire tout un tas d'aliments. Nous, on va utiliser finalement une partie de la plante qui n'est pas comestible et qui, alors là c'est aussi un sujet, normalement en partie retourne au champ. Donc c'est aussi important d'être vigilant quand on va extraire en fait ce matériau du champ à ne pas du coup appeler en supplément l'utilisation d'engrais qui viendraient en fait substituer la part de plantes qu'on n'a pas remis au sol. Donc voilà, il faut être vigilant à ça et donc c'est pour ça que dans tous nos projets, on mène des études environnementales qui nous permettent Pour de voir dire quelle part doit revenir sur les champs et quelle part vous pouvez réutiliser. voilà Oui. quelle part en fait on peut utiliser sans nuire à l'amendement des sols. Voilà. Et ça, vous travaillez avec des agriculteurs là-dessus? Alors, effectivement, dans ces projets-là, on questionne beaucoup les agriculteurs sur leurs pratiques. Et puis, nous aussi, à Nobatec, en interne, on a une équipe dédiée à l'analyse environnementale qui nous produit ces études et qui nous permet de dire jusqu'à quel pourcentage on peut aller récupérer ces matériaux-là sans nuire à l'amendement des sols. Comment vous voyez se développer réellement tous ces produits-là? On vient de parler de beaucoup de choses. On a l'impression que ça reste quand même encore assez anecdotique. Est-ce que, par exemple, entre le béton de riz, le béton de chanvre, le coton, etc., qu'est-ce qui marche vraiment? Je pense qu'il y a beaucoup de matériaux qui fonctionnent très bien. C'est pour ça aussi que c'est des produits qui vont chercher des évaluations techniques pour justifier de leur performance. Donc dès le moment où vous avez un produit qui dispose des performances adéquates, il n'y a pas de raison de remettre ça en cause en fait. Il y a quand même quelques matériaux qu'on va retrouver plus utilisés que d'autres. On a parlé du béton de chanvre, on a parlé de la terre allégée, on a parlé de la paille. La paille d'ailleurs en botte ou même de la paille hachée insufflée. C'est des techniques voilà, qui se développent. On est toujours sur le même matériau, mais sur des modes d'application qui sont différents. Vous avez une entreprise qui s'appelle Yellow qui développe un procédé d'isolation par insufflation de paille hachée, par exemple. Le riz et le coton? Le riz et le coton, alors c'est des matériaux sur lesquels je travaille peu. Le riz, on va retrouver ça beaucoup dans le sud de la France. Alors on parle de la balle de riz, hein.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a récupéré le grain du riz. On a je sais pas, cette fibre végétale, ce granulat végétal qu'on peut du coup introduire dans des mélanges avec de la chaux ou de la terre pour former des matériaux, on va dire, allégés, légers, isolants. Euh, c'est intéressant localement parce qu'en France, on produit du riz, donc on produit forcément ce coproduit qu'on peut introduire dans des matériaux de construction. Donc profitons-en en fait. On a tout intérêt à diversifier notre approvisionnement en matériaux de construction biosourcés parce que du biosourcé, on va en demander de plus en plus. Donc forcément, ça veut dire qu'il faut aller en chercher là où il y en a. Nous l'avons un peu évoqué, le gros frein à l'émergence de ces matériaux durables, c'est l'assurabilité. Oui. Bien sûr, hein, tout le monde a envie que ça tienne. Donc forcément, quand il y a un risque sur l'assurance, c'est parce qu'on n'en est pas certain. Mais c'est pas si simple tout ça. Non, c'est pas simple. Alors c'est un frein effectivement. C'est un frein, mais on comprend, hein, on comprend que c'est nécessaire puisque aujourd'hui, il faut, quand on construit un bâtiment, assurer la sécurité des personnes qui s'y trouvent, forcément, assurer les performances de l'ouvrage, son aptitude à l'usage en somme. Donc c'est normal qu'on demande des garanties. Mais ça reste pour certaines filières un véritable frein. Aujourd'hui, une procédure d'évaluation technique, hein, en fait, quand on n'a pas de DTU ou qu'on n'a pas de règles professionnelles, pour obtenir une reconnaissance en technique courante, on passe par ce qu'on appelle l'évaluation technique. Alors, soit par des appréciations techniques d'expérimentation, ce qu'on appelle des ATEX, ou par des avis techniques. L'avis technique, c'est un peu le Graal de l'évaluation technique qui vient souvent après une ATEX. Eh bien, il faut débourser des sommes assez importantes. Aujourd'hui, une évaluation technique, ça peut coûter 100 000 euros, même plus si on y intègre les essais de caractérisation qui vont avec le matériau. Tout dépend du domaine d'emploi et de ce qu'on cherche à revendiquer, bien évidemment. Mais vous le comprenez, en fait, c'est très coûteux. Donc, quand vous êtes un petit acteur qui développe son matériau de construction, obtenir une reconnaissance en technique courante par l'évaluation technique. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous ne pouvez pas faire reconnaître... vous ne le faites pas. Et votre produit restera utilisé de manière confidentielle sur des projets de plus faible envergure où on ne va pas exiger cette reconnaissance en technique courante. C'est pour ça, en fait, que vous avez beaucoup d'organisations professionnelles qui se sont fédérées pour porter cette reconnaissance. Pour partager les coûts. Et ça se fait non pas tellement au travers d'évaluations techniques de type ATEX-ATEC, mais plutôt par le biais de règles professionnelles. C'est le chemin qu'a choisi la filière paille, par exemple. Et donc, ensemble, ils ont réussi à convaincre, ils ont réussi à justifier de la performance des procédés constructifs, et ils ont ainsi obtenu le statut de technique courante normalement assurable. Il y a aussi la question du transport, on en a parlé un peu. Ça n'a aucun sens de faire venir un matériau durable de l'autre bout du pays. Est-ce qu'il faut créer des circuits courts, des matériaux de construction comme on le fait pour les fruits et légumes, avec des spécificités pour chaque région? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que vous pensez que ça peut marcher? L'alimentation locale, la construction locale, c'est l'idée. Oui. Oui, effectivement. Mangeons local, construisons local. Construisons local, oui, ça ferait un beau slogan, en effet. Oui, c'est tout à fait pertinent. Alors, encore une fois, ça se calcule. Au travers d'analyses environnementales. Il y a certains matériaux très pondéreux, c'est une aberration de les transporter. On a parlé de la pierre naturelle tout à l'heure. Il faut éviter au maximum de la transporter parce que ça va avoir un coût environnemental important. Vous avez des matériaux qui sont plus légers et qui parfois peuvent parcourir un peu plus de distance sans impact environnemental très important. Donc en fait, c'est peut-être la masse aussi des matériaux qui va impacter en fait leur diffusion, on va dire, à des distances plus ou moins éloignées des sites de production. Mais on a tout intérêt, en effet, à s'appuyer sur les ressources disponibles localement. On a de la culture de blé, donc on a de la paille de blé, donc utilisons cette paille de blé dans les bâtiments. On a des agriculteurs qui produisent du chanvre, exploitons la chaîne VOD pour faire de la terre allégée, pour faire du béton de chanvre. On a dans le sud-est de la France des producteurs de riz. Il y a un coproduit agricole, la balle de riz, utilisons-la pour isoler nos bâtiments. En fait, c'est logique, ça a du sens. C'est en voie de développement ou c'est une utopie? Non, je dirais pas que c'est une utopie. En fait, aujourd'hui, vous avez une réelle prise de conscience de ça. Vous avez de plus en plus d'architectes qui, au moment de concevoir les bâtiments, vont se poser la question. Qu'est-ce qui se fait chez moi? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à proximité du lieu de construction? Nous, à Nobatec, on a une équipe qui travaille sur des projets en tant que bureau d'études environnement au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre.
Et on les questionne très souvent sur, dites-moi, quels sont les matériaux qui sont produits localement et que je peux mettre en œuvre sur mon bâtiment. En fait, les gens y accordent beaucoup d'importance et de plus en plus. On ne pourrait pas avoir une carte Alors, des matériaux qui se font dans les régions? si, ça se fait. Vous avez pas mal de clusters qui proposent ce type de carte. Je pense notamment en Nouvelle-Aquitaine, à ODIS, qui produit ce type de données, où vous allez avoir un recensement en fait, des producteurs de matériaux sur la région, de matériaux biosourcés, mais aussi géosourcés. Oui. On a l'habitude de poser une question dans Bâtir pour le climat, D'accord. Thomas Garnesson. À quand remonte, votre engagement pour la transition environnementale? Est-ce que vous avez un souvenir? Est-ce que c'est enfant? Est-ce que c'est plus grand? C'est pendant mes études. J'ai été au cours de mes études attiré par la construction bois, parce que c'était un matériau qui me séduisait beaucoup, pas uniquement pour ses propriétés intéressantes d'un point de vue environnemental, mais aussi parce que c'est un matériau qu'on aime voir, qu'on aime toucher. Qui sent bon. Qui sent bon. Oui, quand vous allez dans un atelier de construction bois, vous avez Sur un chantier également, vous avez une odeur particulière que moi je trouve personnellement très agréable. Donc ça remonte à ce moment-là, je dirais, cet engagement environnemental, donc qui s'est traduit par des études en ingénierie de la construction bois, qui m'ont permis de rejoindre Nobatec, dans la structure dans laquelle j'exerce depuis maintenant 10 ans, dont la mission est effectivement d'accompagner le secteur de la construction dans sa transition environnementale. Donc on est pleinement engagé dans cet objectif-là. Vous êtes optimiste sur oui. l'effort de la construction à décarboner le secteur? Alors, je suis optimiste parce que je me rends compte qu'on cherche de plus en plus à mieux faire. Donc ça, c'est un très bon indicateur, la volonté. Ça fonctionne puisqu'on le voit, en fait, on a de plus en plus de bâtiments qui se construisent avec des matériaux à faible impact environnemental, que ce soit le bois, que ce soit la terre crue et tous les autres matériaux biosourcés qu'on a pu évoquer ensemble. Donc oui, je dirais que je suis optimiste. Oui. Eh bien, merci beaucoup Thomas Garnesson. Vous êtes donc responsable ingénieur matériaux chez Nobatec. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.